bonsoir. Je présente tout de suite la vidéo, donc je sais qu'il y a des courbes un peu comme ça, les gens viennent et puis 30 secondes après ils sont partis. Bon, bah vous pouvez partir tout de suite. Je vous avertis que ça va être une vidéo de... Alors déjà c'est une impro, dans le style de plein de vidéos que j'ai fait avant, qui sont juste des impros, des expériences de pensée, des impros philosophiques. Je vous fais partager des réflexions comme ça vous plaît, ça vous plaît pas, voilà. Mais je pense que c'est bien d'utiliser YouTube comme un espace de débat possible et que, bon, l'algorithme, je le sais, va pas me favoriser, mais donc je vous fais partager des réflexions. Si ça vous intéresse pas, cassos, et puis voilà. Donc je précise bien que je ne suis pas spécialiste de ce dont je vais parler, je ne vais pas faire d'état des faits, il ne va pas y avoir une mise en scène, il n'y a pas d'effet, il n'y aura pas de montage, donc c'est pauvre comme tout si tu veux, c'est juste un mec qui parle. Bon, donc tu peux te casser tout de suite, et puis voilà. Alors, le sujet, c'est l'intelligence artificielle, et je me suis mis à réfléchir là-dessus. Bon, ça fait des années, en fait. Donc, j'ai commencé à réfléchir à l'intelligence artificielle quand j'étais étudiant. À 20 ans, j'ai lu des super livres sur le sujet, et c'est un centre de réflexion, un thème de réflexion depuis longtemps. J'aime bien me renseigner là-dessus, j'aime bien regarder comment ça a évolué. Alors, depuis 20 ans, ça a beaucoup évolué. Récemment, j'ai fait de la critique de logiciels, alors j'avais fait une vidéo là-dessus, de logiciels de rédaction par une intelligence artificielle. Et j'ai conclu que c'était vraiment de la bêtise pure. Ce truc écrit n'importe quoi, n'importe comment. Tout ce que ça arrive à faire, c'est à bien respecter les normes du langage. Ça écrit mieux que la plupart des gens au niveau respect de l'orthographe, etc. Ça fait pas des fautes partout. Ils ont bien réussi à faire un programme qui écrit du bon français, par exemple, ou du bon anglais, ou de la bonne langue. Donc au niveau orthographique, mais au niveau sémantique, ça raconte mais n'importe quoi. Je lui ai fait faire un exercice sur le bifidobacterium, il me dit des tas de trucs qui correspondent en rien à la réalité scientifique et qui ne correspondent pas non plus à ce qu'on peut lire dans tous les articles. Donc en fait, il fait un copier-coller de trucs qui n'ont rien à voir. Enfin, ça n'a plus aucun sens, c'est de la bouillie sémantique et ça montre bien que ce truc n'est pas intelligent du tout et que l'entreprise elle-même n'est pas intelligente. Alors j'ai vu aussi récemment, donc quand je m'intéressais, j'ai vu des documentaires et notamment un documentaire d'Arte qui est... Bon, le documentaire il était bien, mais sauf que fondamentalement c'est le genre de truc putaclic. Bon là c'est pute à regarder quoi, mais où en fait ils te font flipper tout du long sur le fait qu'on va être remplacé par l'IA quoi. C'est un peu le fil conducteur du documentaire. Ils entretiennent cette angoisse. Alors c'est un truc en marketing si tu veux. Si tu veux maintenir l'attention, tu fais peur aux gens, ou bien tu les excites. Hein, il y a plusieurs méthodes, il n'y a pas qu'une méthode pour tenir les gens en haleine, mais ça peut être ça, tu fais qu'il y a un serial killer qui va tuer tout le temps. Bon bah là ils nous mettent la pression tout le temps là, avec est-ce qu'on va être remplacé, est-ce qu'on va plus servir à rien à cause des programmes. Et puis donc ils appellent ça intelligence artificielle, et puis on voit des gens qui en parlent et puis qui font des pronostics un peu sinistres sur oui, oui, on va être remplacé ou non, non, on va pas être remplacé. Bon. Et puis il y a quand même beaucoup de culture là-dedans dans ce. C'est pas la première fois que je vois ça, disons. Il y a toute une angoisse d'être remplacé par les IA. Et je fais ma vidéo aussi pour rassurer, enfin pour partager mes réflexions là-dessus. Et moi je n'ai pas peur de l'IA parce que quand je vois à quel point tous nos programmes sont complètement cons, bah, j'ai pas peur, hein. Je me sens pas remplaçable par un truc pareil quoi. Le truc il est bon qu'à faire des calculs, 3 millions de calculs par seconde, d'accord, vas-y quoi, pauvre con, mais il me remplacera pas quoi. Alors, où est-ce que je veux en venir? Je veux déjà démontrer que le projet même de faire une IA qui fait de la rédaction, qui écrit, ce projet est stupide. Et ça aboutit forcément à des résultats stupides. Le fait d'écrire implique de connaître le monde. Et pour connaître le monde, faut vivre. Il n'y a pas d'autre manière que de faire l'expérience de la vie, de faire l'expérience des émotions, de faire l'expérience d'avoir un corps, d'être animal, d'être situé dans le temps, d'être mortel. Ce qu'on appelle, nous, intelligence, est fondamentalement lié à tout ça. Et on ne connaît aucune autre forme d'intelligence qui ne soit pas vivante, donc pas animale ou végétale ou pas biologique. Donc il n'y a pas de définition de intelligence qui concerne un autre sujet
que, bah, justement, il y a le terme sujet, un autre sujet qu'un être vivant. Pour penser, pour parler, il faut être un sujet. Pour communiquer, même, je ne vais pas dire parler, mais par exemple, les dauphins communiquent, les baleines communiquent, les oiseaux communiquent, les chiens communiquent, les chevaux communiquent, etc. Plein des centaines d'espèces animales, mais on sait que les arbres communiquent aussi. Ils s'envoient des signaux pour se dire, attention, il y a un zèbre qui nous bouffe, donc sécrète une substance toxique. Bon. On sait qu'il y a de la communication via les racines aussi. C'est-à-dire qu'il y a des signaux qui s'échangent. Je ne dis pas qu'ils disent bonjour monsieur l'arbre ou bonjour monsieur le réseau de champignons. Ils ne disent pas ça. Mais ils s'envoient des informations. Donc il y a des systèmes de communication. Mais pour être dans un système de communication, donc pour émettre des messages, bah, il faut être vivant. Tu émets des messages parce que tu es vivant et avec les moyens que tu as en fonction de ton corps. Donc l'arbre, il envoie en fonction de son corps. Par exemple, j'avais vu ça dans un docu d'Arte aussi, c'est des acacias en fait. Quand il y a un herbivore qui vient, ou une girafe par exemple qui vient les brouter, l'acacia sécrète une substance qui, quand elle se répand dans l'air, a pour conséquence que les autres arbres vont sécréter un produit toxique qui rend leurs feuilles amères, et du coup les girafes doivent se déplacer et faire 50 mètres là où l'effet de la substance n'a pas pu agir pour bouffer d'autres arbres. Donc en fait, il y a une sorte de système de défense collective de cet arbre-là, il sécrète pour lui-même pour se rendre toxique, et il rend toxique les autres à proximité, donc ça fait une sorte de système de coopération entre arbres. Et vous voyez, ils ne disent pas, je vais vous parler de la météo, je vais vous parler de comment je me sens, etc. Mais ils communiquent bien quelque chose. Mais donc l'arbre, il fait ça avec son corps. Il ne fait pas ça avec une... Alors je vous renvoie à mes vidéos sur l'ontologie, le matérialisme à vélo, etc. J'ai déjà développé cette idée, mais que en fait tout le sens, toute la conscience, elle est matérielle. C'est rien qu'un phénomène matériel. Il n'y a pas autre chose. Qui est d'ailleurs partiellement électrique. Ce qui se passe là, pourquoi je parle et pourquoi vous me comprenez, eh bien c'est électrique, c'est électrochimique, c'est toute une mécanique complexe, mais c'est de la mécanique. Il n'y a pas autre chose, moi je ne crois pas du tout qu'il y a un esprit. Donc ça, c'est pas pour ça que je refuse l'idée d'intelligence artificielle. Parce qu'il y en a qui refuseraient pour cette raison, qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle, parce qu'ils n'ont pas d'âme, parce qu'ils ne participent pas à l'esprit de Dieu, etc., ou au logos. Bon, moi, c'est pas du tout mes raisons, hein. Ça, je m'en fous complètement. Mais le tas d'électrons, le problème, c'est qu'il n'est pas vivant. Il est écrit par un humain pour tourner sur une machine, mais il n'est pas vivant. Il ne sait pas ce que c'est de mourir. Il n'a pas faim. Il ne cherche pas à se reproduire. Donc il n'a pas de relation sociale. Le programme, il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'ennemis. Il n'est pas menacé de mort. Il n'en a rien à foutre de mourir. Donc il n'a pas d'ennemis. Il n'y a rien qui peut nuire à son intégrité. Si tu l'éteins, le programme, il s'en fout complètement. Il n'en pense rien, parce qu'il ne pense pas du tout. Il a zéro idée, le programme. Donc quand tu lances une intelligence artificielle pour écrire un texte, mais écoute, le projet est complètement vain. Rends-toi compte que, parce que là je viens de voir, ils sont vraiment doués. Il y a un logiciel, si vous voulez juste vous renseigner là-dessus pour voir comment c'est fait, mais c'est des génies du marketing, les gens, et ils arrivent à te vendre le truc, l'IA. Est-ce qu'autant je parle de la peur de l'IA, qui nous remplacerait, machin, c'est les nouveaux aliens, n'importe quoi, mais aussi je parle de l'enthousiasme de l'IA. Il y a la presse qui est médusée devant, par exemple, waouh, il y a le génie Elon Musk nous fait OpenAI qui va révolutionner l'humanité parce que c'est une intelligence artificielle qui va tellement nous dépasser et tout. Eh ben non, c'est de la grosse connerie le truc. C'est rien qu'une mécanisation d'actions qui sont toutes originées en nous. Donc aussi bien certaines critiques, enfin certaines peurs face à l'IA et certains enthousiasmes face à l'IA, je les trouve tous les deux aussi ridicules et infondés, parce que l'IA n'est tout simplement pas intelligente, elle est très mal nommée. Il faudrait, d'ailleurs là, si je pensais vraiment bien, je proposerais une autre manière de le nommer, parce que c'est vraiment pas de l'intelligence, quoi. On peut pas appeler ça, c'est artificiel, ça c'est vrai, ça c'est artificiel, oui, mais c'est pas de l'intelligence le truc. Parce que l'intelligence, ça ne correspond pas à la définition qu'on peut en donner. Nous ne connaissons rien d'autre que des êtres vivants intelligents. Le chien, il est intelligent. Le singe, il est intelligent. J'ai vu hier soir une vidéo avec Léo Ferré, une vidéo de Lina sur le compte Facebook de Lina, c'était génial. Léo Ferré vivait avec un chimpanzé. Il y a sa femme, le chimpanzé, un poney, un cochon, des moutons.
Léo Ferré était, vous savez, c'est un poète et un chanteur, donc forcément on aime les animaux. Il vivait entouré d'animaux. Bon, le chimpanzé participe au repas, mange avec eux très correctement. Il mange et boit dans un bol. Il mange bon, il mange un peu avec ses mains, mais il mange proprement, quoi. C'est pas il fait pas comme un singe, hein, ou comme un cochon. Mais les cochons mangent proprement aussi. Je sais pas pourquoi on dit manger comme un cochon. Les cochons mangent tout à fait proprement. Ils sont pas sales. Euh, c'est des animaux hygiéniques, même s'ils se roulent dans la boue justement pour des raisons hygiéniques, comme nous on fait des bains de boue. Bon, c'est pas le sujet. Mais c'est pour dire, l'intelligence qu'on connaît, elle est forcément animale ou végétale, elle est biologique ou bactérienne aussi. Parce qu'on peut dire que, ou le blob, bon, c'est encore autre chose, le blob est intelligent, vu qu'il arrive à... Mais il est intelligent parce qu'il est vivant. Et il est intelligent parce qu'il arrive à trouver des ressources de nourriture et à se comporter avec son corps. Il est nécessaire d'avoir un corps. Le programme n'a pas de corps. C'est complètement abusif de dire qu'il a un corps au sens où ses électrons seraient son corps. Non, 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 non. Il n'a pas de corps. Parce qu'il n'est pas né. Il n'est pas né. Il n'a pas... Il n'a pas fait l'expérience d'exister soudain. On l'a fait exister, c'est autre chose, c'est un outil. C'est comme quand tu as fabriqué une table, d'accord? Mais la table n'est pas née, ça serait abusif de le voir comme ça. Elle a été fabriquée. Bah, le programme, il a été conçu et il tourne sur une machine qui a été fabriquée. Mais c'est tout à fait différent d'être vivant, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Donc il n'y a que l'expérience d'être vivant qui peut faire tourner une intelligence. L'intelligence est justement la fonction vitale. Il ne faut pas voir, c'est pas une fonction désincarnée, c'est une fonction matérielle d'un être organique, biologique. Il n'y a que le biologique qui produit de l'intelligence. Il n'y a rien d'autre. La pierre, elle ne produit pas le gaz. Si tu prends de l'oxygène, tu lui poses une question ou tu regardes ce qu'il fait, il ne fait rien, il ne veut rien, il n'a pas d'intentionnalité. Donc ce qui empêche, il y a plusieurs barrières comme ça qui empêchent l'idée même qui rendent caduque l'idée même d'intelligence artificielle. Il ne peut pas y en avoir. Ce n'est même pas, il n'y a même pas à attendre un progrès technique. C'est complètement impossible. C'est comme penser à de l'oxygène qui serait non inflammable. Il n'y a pas d'oxygène non inflammable. Il est inflammable le truc, c'est sa nature, c'est comme ça. Ou du fer qui serait pas lourd. Ben, le fer, il est lourd par nature. C'est un des premiers éléments, c'est un des plus fondamentaux, et le fer est lourd, c'est tout. Et tout finira en fer. Toute la matière finira par redevenir fer, ça va se désintégrer et ça va devenir fer. Puis ensuite le fer va se désintégrer aussi et ça va être la grosse teuf. Mais, donc il ne peut pas y avoir d'intelligence artificielle en fait. Le projet même est complètement vain, quoi. Donc il ne peut pas y avoir d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que c'est pas vivant et parce qu'il ne peut pas y avoir d'intentionnalité. Intentionnalité, notion en phénoménologie, hein, philo du XXe siècle. Il ne peut pas y avoir de projet. Le programme, il n'a pas de projet. Il ne veut pas quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de besoin. Il n'est pas fondé sur des besoins. Le fait d'être vivant génère des besoins. Et c'est l'obligation de satisfaire à ces besoins pour rester en vie qui crée la fonction intelligence. Parce que sinon, on crève. Donc, on doit être intelligent ou mourir. Donc, comme les trucs qui n'ont pas réussi à être intelligents sont morts, il ne reste que la vie intelligente. Et toute la vie est intelligente. Toute la vie est intelligente. Toute la vie est de la manipulation d'informations, et même la vie virale. Hein, parce que c'est une forme de vie, la vie virale. Même si on dit ils sont moitié morts, non, ils ne sont pas moitié morts. On voit qu'ils sont bien vivants, là, ils nous font bien chier et tout. Les virus sont vivants. Les virus sont vivants. C'est une autre forme de biologie, mais ils sont tout à fait vivants, ces machins-là. On ne peut pas trop discuter avec eux, mais ils discutent quand même, ils communiquent, ils sécrètent, ils se reproduisent. Ils font tout ce que fait un être vivant. Donc eux, les virus sont intelligents. L'IA de Elon Musk est complètement conne. Hein. Et le gars qui a conçu le projet, moi je le vénère pas, hein. C'est complètement con. Hein. Donc comment on pourrait appeler ça? Il faudrait que je règle cette question. C'est un traitement mécanique du langage. Alors je voulais dire aussi, j'ai pensé ça, que je ne suis pas du tout contre, et je ne pense pas qu'il faille être contre, parce que mon avis, peu importe, mais faut-il être contre le projet en fait de l'IA en soi, même si on appelle ça autrement? Eh bien je ne crois pas du tout. Alors là, je ne suis pas contre le traitement automatique des données, ou le traitement automatique, par exemple, je ne suis pas contre l'automatisation. Créer des usines automates pour faire ce que faisaient les ouvriers du 19e siècle, en se crevant et en se tuant,
Mais autant que ça soit un robot qui le fasse, et que les ouvriers du 19e, ou que les Congolais ou les Thaïlandais d'aujourd'hui, soient libres pour faire de la musique, faire l'amour, cuisiner, chanter, regarder des films, tout ça quoi. Je ne suis pas contre une vie de loisir pour l'humanité avec des robots qui travaillent pour nous, hein. Ça ne me gêne pas du tout, hein. Et qu'on leur mette, comment on pourrait dire, c'est du... Parce que ces machines, on leur transmet notre intelligence. Alors, je veux dire ça aussi. Elles ne sont pas elles-mêmes intelligentes, et elles ne pourront jamais être intelligentes, vu qu'elles ne sont pas vivantes, elles n'ont pas de corps, euh, elles n'ont pas de besoin, donc elles n'ont pas d'intention, mais on leur fait faire des choses que notre intelligence a conçues. Par exemple, quand on fait les usines automobiles aujourd'hui, bon ben, on leur a fait concevoir des pièces conçues par des ingénieurs en design, etc. Et donc on leur a dit, ben, le bras mécanique, ben, tu fais ce geste-là, et nous on a mesuré combien il fallait. C'est pas la machine qui a mesuré, mais on peut aussi faire un programme pour lui dire, ben allez, tu mesures, allez, t'optimises. On t'apprend comment, enfin on t'apprend. C'est beaucoup dire parce que, enfin, en fait, tout le vocabulaire qu'on utilise pour les IA est anthropomorphe, hein, bien sûr. On dit qu'elles savent, on dit qu'elles pensent, elles parlent, elles écrivent. Bon, elles font rien de tout ça en fait, hein. Elles, c'est des états des électrons. Elles font du calcul électronique, c'est tout ce qu'elles font, hein. Pour elles, ça n'a aucun sens tout ce qu'elles font, hein. Tout ce qu'on leur fait faire, ça n'a aucun sens de leur point de vue, vu qu'elles n'ont pas de point de vue. Elles n'ont pas de point de vue. Alors ça m'a passionné aussi, il y a plein de séries là-dessus, hein, sur le fait que dans des robots anthropoïdes qui sont de simples programmes et des tas de ferrailles, il y a la vraie intelligence qui naît, hein. J'ai vu plusieurs films là-dessus, très intéressant, la série Robots qui est géniale, une série scandinave qui est géniale. Alors c'est très émouvant, c'est agréable à suivre ces délires-là, hein. Moi j'ai adoré. Je veux bien partir en imaginaire là-dessus, hein, ça ne me dérange pas, fantasmer sur le fait qu'une forme différente d'intelligence va naître et tout. Mais philosophiquement, quand j'analyse le truc, je me dis, bon, bah, revenons au réel, là, hein, platement, concrètement, ontologiquement, ce n'est pas possible, hein. Il n'y aura pas de forme de vie mécanique intelligente, hein. Je suis absolument, moi je suis formel, hein, je n'ai aucun doute là-dessus, et tout ce que je sais de l'IA, de ce qu'on appelle l'IA, du coup, frauduleusement, ne me convainc pas. J'ai vu ce que ça faisait, j'ai regardé des tas de chaînes, j'ai regardé des centaines de vidéos sur l'IA. Bah oui, je sais, elles font ces super dessins, tu lui donnes 4 milliards de photos, et puis elles te font des dessins qu'aucun humain n'a fait. Mais oui, mais sauf qu'elles n'ont pas voulu le faire aussi. Elles s'en foutent. L'ont fait parce qu'on leur a... En fait, il y a un concepteur génial qui a trouvé un bon programme pour faire du traitement de l'info qui donne quelque chose. Euh, Pareil, donc on dit les IA réussissent à nous battre aux échecs. Alors les échecs, ça fait longtemps, c'était dans les années 80 qu'elles nous dominent aux échecs, et aujourd'hui elles nous dominent, mais largement, largement, hein. Il n'y a plus aucun humain qui peut rivaliser avec les IA d'aujourd'hui, hein. Notamment l'IA de Google, aux échecs, elle est largement meilleure que le champion du monde, hein. Elle lui mettrait une raclée, hein. Donc au Go récemment, au jeu de Go, en 2017 je crois par là, alors c'était un Coréen qui était champion, et puis il s'est pris une tôle, et puis il s'est pris je crois 4-1, donc voilà. Et puis donc ça y est, au jeu de Go c'est pareil, elles sont imbattables maintenant. Mais elles jouent pas avec intelligence. Elles, il n'y a aucune intentionnalité, donc elles n'ont pas voulu faire ce qu'elles font. On leur a fait faire des trucs. Il y a même le deep learning, je trouve ça fascinant, mais ça m'impressionne pas plus que ça. On leur a appris à apprendre, alors il ne faudrait pas utiliser ce terme, puisque ce terme est anthropomorphe et il est déplacé. Elles n'apprennent pas réellement. En fait, ce qu'elles font techniquement, elles optimisent des réseaux, des circuits, pour aboutir à un certain résultat dont nous, on leur a dit qu'il était bon. On leur a dit, cherche ça. Elles n'ont pas décidé de chercher ça, elles n'en ont rien à secouer. Mais on leur dit, il faut que tu ailles vers ce résultat. On ne dit pas comment, mais on te dit, ben, brasse des configurations possibles pour arriver au résultat qu'on te demande. Et ben du coup, ça tourne, et comme ça c'est l'avantage des machines par rapport à nous, elles ne se fatiguent pas, vu qu'elles n'ont pas de corps. Donc elles peuvent faire des milliards d'opérations, tu les laisses tourner assez longtemps, puis elles te font des milliards d'opérations. Donc par exemple, enfin, elles sont vraiment douées du coup pour optimiser des circuits, optimiser des réseaux de calcul.
Donc c'est juste, c'est ça qu'elles font. Donc avec ça, c'est nous qui sommes intelligents, c'est nous qui mettons toute l'intentionnalité, tout le sens. 100% de l'intention et du sens, c'est nous. Et elles, tout ce qu'elles font, c'est brasser l'info, comme on leur a dit, en suivant nos instructions, les instructions d'une intelligence humaine, pour aboutir à un résultat qu'on a voulu. Donc elles ne font pas preuve d'intelligence, elles font preuve de rien en fait. C'est des électrons qui fonctionnent, quoi. Avec ces électrons qui font leur boulot d'électrons, parce qu'on a organisé un système technique pour le faire, quoi. On a organisé la matière pour faire du calcul, d'information. Donc c'est génial, mais j'ai pas peur que ça devienne autonome. Ça ne peut fondamentalement pas devenir autonome. Alors, que dire d'autre? Que dire d'autre? Attends, je viens de penser à un truc. Ah oui, qu'elles sont bonnes pour creuser dans des montagnes d'infos. Donc je suis favorable à l'utilisation de ces systèmes d'assistance à l'intelligence humaine pour faire des choses que notre esprit et notre corps n'aiment pas du tout faire. Donc en effet, par exemple, quand il s'agit de regarder 30 millions de radios de cancer du poumon pour voir quelles sont les constantes cellulaires ou des biopsies, mettons, ou enfin voilà, de la document. On peut leur faire scanner des millions de documents pour avoir un diagnostic plus précis, pour mieux comprendre des corrélations que nous, à l'œil nu, on ne peut pas voir et qu'on ne peut pas traiter autant d'informations, évidemment, quoi. Et là, elles sont largement supérieures à nos capacités. Donc pour ça, mais là encore, c'est nous qui avons mis toute l'intention, qui avons mis le sens. Elles ne veulent pas guérir le cancer. C'est nous qui voulons faire ça. Donc il n'y a pas d'intelligence artificielle médicale, mais il y a des concepteurs de manipulation d'informations en masse qui ont des effets sur la médecine. Et ça, c'est génial. Ça, je suis pour. Donc, attends, je pensais à quoi? Ah oui, alors j'avais lu un livre qui était passionnant, il faut que je vous en parle. Ça s'appelait C'était quoi le titre? Génération aléatoire d'algorithmes. Bon, je vais vous expliquer de quoi ça parlait. En fait, ça parlait de... C'était un peu, donc il y a 20 ans, c'était un bouquin un peu d'avant-garde sur l'état de la recherche il y a 20 ans, mais c'est passionnant. C'était une application de l'évolutionnisme biologique aux algorithmes. Avec l'idée, on prend un problème, on prend un programme, et on applique l'évolutionnisme à ce système. Problème, programme. Et on fait en sorte, on programme le programme pour s'auto-modifier, pour avoir des mutations. Alors le problème, c'était un problème de tu sors du labyrinthe. Je te fous dans un labyrinthe et tu as le droit d'aller à gauche, à droite, devant, derrière. Donc tu as 4 choix, tu as 4 directions. Et donc tu fais ces actions et tu enchaînes ces actions pour trouver la sortie du labyrinthe. Donc c'est le programme qui doit trouver la sortie du labyrinthe. On le met au début, on l'enferme, et puis il y a une sortie quelque part, il faut qu'il le trouve. Donc il faut qu'il fasse un certain nombre d'essais-erreurs, et puis une fois qu'il sait sortir, on le met dans un autre labyrinthe, et puis pareil, il faut qu'il apprenne comment sortir, quoi. Et donc on a appliqué l'évolutionnisme en disant, on va faire un programme qui prend au hasard une série d'instructions, et qui, en fonction des résultats où il arrive, va muter plusieurs fois, comme un organisme qui se reproduirait et dont les copies seraient légèrement différentes, et donc plus ou moins aptes à vivre et à régler les problèmes de la vie. Donc par exemple, un programme qui a réussi, on le fait tourner, il réussit plus ou moins, ensuite on le fait se reproduire, donc on fait 8 mutations, 8 variantes, où on change certaines instructions, on teste tous ces programmes, on sélectionne les 4 qui ont le mieux réussi, on les fait se reproduire en 8 versions chacun, on teste s'ils arrivent à sortir du labyrinthe, et on reproduit comme ça. Donc vous voyez, ça fait comme une dégénération de bactéries, ou de cellules, ou d'organismes, ou d'êtres humains, ou de singes, ou de champignons, qui résolvent le même problème, mais qui le résolvent de mieux en mieux, parce qu'il y a une sorte d'apprentissage génétique. Donc c'était fascinant ce truc-là, parce que c'est vraiment une très bonne idée, et je pense que c'est toujours utilisé aujourd'hui, la génération, et c'est ce que font les IA
le deep learning en fait est assez lié à cette technique. Parce qu'en effet, l'IA, par exemple celle qui a appris à jouer aux échecs toute seule et celle qui a appris à jouer au Go, donc les IA de Google, là, comment elles s'appellent, Alpha 0 et AlphaGo, voilà, de DeepMind, c'est ça, DeepMind. Et ben, et bien, ça a dû en effet, au départ, on leur a donné je crois, on leur a juste donné des règles, les règles des échecs, mais on leur a pas dit comment jouer. Et donc, elles ont fait des millions d'opérations de raffinement, bon bah j'essaye ça, ça échoue complètement, je suis échec et mat en 10 coups, bon bah du coup j'ai pas atteint l'objectif qu'on m'avait fixé, donc je modifie le programme, et puis là je suis échec et mat en 12 coups, donc c'est mieux, donc voilà, puis je tiens de plus en plus longtemps, puis maintenant c'est moi qui commence à mettre échec et mat en 16 coups, et puis maintenant j'arrive à les battre en 12 coups, etc. Donc et vous voyez cette connerie d'intelligence en fait, parce qu'on voit souvent, on voit les exploits qu'ils réalisent, mais en fait, il faut qu'ils fassent 1 million de parties d'échecs avant de commencer à gagner des parties. Et quand tu prends les humains, Carlsen à 4 ans, il avait déjà compris le jeu lui, et il gagnait. Et il n'y avait pas joué des millions de fois. C'est là qu'on voit aussi la différence de qualité entre cette intelligence artificielle. Pourtant, vous voyez, cette intelligence artificielle, elle battrait le champion du monde Carlsen. Mais le champion du monde Carlsen, à 3-4 ans, il a juste regardé son père jouer, il a appris et il lui a mis en 10 parties, il lui mettait des tôles. Alors que l'IA, il a fallu qu'elle apprenne 1 million de fois avant de mettre des tôles à quelqu'un ou à une autre IA moins forte. Donc, on voit toute la différence entre nous, quoi. Que nous, on apprend vraiment beaucoup plus vite et beaucoup mieux, quoi. Mais, comme ils ont la capacité de faire des millions, milliards d'opérations, et que nous, on l'a pas, qu'on fonctionne pas du tout pareil, eh bien, on a bien des résultats très différents, en fait. Voilà. On est incomparables. Nos façons de fonctionner, notre intelligence et le fonctionnement de ces bidules est incommensurable. Ça ne marche juste absolument pas pareil. Donc là encore, c'est une raison de ne pas parler d'intelligence, puisque c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même approche. Parce que, par exemple, notre intelligence à nous est intuitive. Ça ne se base pas sur 1 million d'essais-erreurs. Ça se base sur l'intégration dans notre cerveau de tas de données qui se fait immédiatement, qui se fait très vite. Par exemple, j'ai une nouvelle situation totalement inconnue, et ben je comprends rien au départ, et ensuite je comprends un peu, et puis j'apprends vite, et puis la situation se présente 10 fois, et maintenant je sais gérer, quoi. Sauf si c'est un traumatisme, bien sûr, parce que là, si c'est une agression, mais même une agression, notre cerveau apprendrait à gérer. Ouais, ouais, à la guerre, ils apprennent. À la guerre, ils apprennent à gérer la peur. Enfin, ça peut échouer aussi, lamentablement. Mais c'est vrai qu'il y a une intelligence émotionnelle aussi que va parler de ça un programme, quoi. L'intelligence émotionnelle. Explique-lui ça, quoi. Ah oui, je voulais parler de Jarvis, puis j'ai arrêté, putain. Vous pouvez aller, enfin, il y a un programme de rédaction web qui s'appelle, donc basé sur une AI qui est justement OpenAI, OpenIA, parce que c'est l'anglais, qui s'appelait Jarvis et qui a été renommé, rebrandé, qui s'appelle maintenant Jasper. Et ces gens-là sont des génies du marketing. Quand tu vas sur leur site, mais c'est génial comment c'est bien vendu, comment ils te font croire au truc. Donc tu es dans une sorte de récit de SF où ça y est, l'intelligence, elle va écrire à ta place. Et je vous propose d'aller voir, vous tapez juste Jasper, Jasper intelligence artificielle ou Jasper rédaction, parce que sinon vous tombez sur d'autres boîtes, vous ne trouverez pas si vous cherchez juste Jasper, Jasper. Mais leur site est vraiment super vendeur. Si vous cherchez des trucs marketing, et ben putain, c'est des génies. Donc je me suis abonné un mois. Ils disent que ils offrent un refund, ils remboursent au bout de 5 jours si on est déçu. Donc je l'ai fait parce qu'au bout de 3 jours, j'étais écœuré du truc et comment que c'est con, quoi. Et comment que c'est survendu. Qu'en fait, c'est une grosse arnaque, mais superbe arnaque en fait. C'est vraiment très très bien vendu. Mais le produit est nul, quoi. Le produit est nul à chier. Donc, enfin, en tout cas, moi j'ai détesté, quoi, disons. Mais ça montre, j'en parle de ce truc-là parce que ça montre la naïveté des gens face au concept d'intelligence artificielle. Ce truc est fascinant,
Et c'est tellement fascinant que voilà, la presse écrit n'importe quoi à ce sujet. Arte publie des documentaires spectaculaires, complètement faux finalement. Si tu réfléchis vraiment un peu, eh ben, c'est complètement grillé leur truc. C'est mensonge sur mensonge en fait. C'est une forme de. Enfin, c'est artificiel quoi. Ils nous font flipper de trucs qui sont pas des réalités quoi. Non, l'intelligence, elle sera pas intelligence à notre place. Enfin, l'IA, elle sera pas intelligente à notre place, mais jamais quoi. C'est juste impossible. Alors que dire, que dire, que dire. Il y a encore plein d'autres choses à traiter quand on traite ce sujet. Alors oui, tiens, je vais parler un peu du TALN. Quand je faisais des études en documentation, j'ai fait du TALN, ça veut dire traitement automatique du langage naturel, et c'est entre autres ce que fait Google. Google, comme moteur de recherche, fait du TALN. C'est ce que font les logiciels de Redac et SEO, ils font du traitement automatique du langage naturel. Et en fait, donc du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils traitent des chaînes de caractères, eux, de leur côté. C'est pour ça que leur concept ne peut pas marcher, parce que pour nous, un mot, ce n'est pas ça. Le mot chat, c'est pas une chaîne de caractères fait de C-H-A-T. Ce n'est pas ça pour nous. Ça, c'est juste, c'est un peu le corps, c'est le symbole du mot chat. Mais le mot chat, c'est l'idée du chat. Mais l'idée du chat, c'est l'expérience du chat. C'est le fait d'avoir vu des chats, connu des chats, aimé les chats, pas aimé les chats, d'avoir des émotions, des savoirs, des histoires, du vécu, avec les chats, contre les chats, sans les chats. C'est ça pour nous le mot chat. Pour la machine, le programme, c'est une chaîne de caractères C-H-A-T, qui est plus ou moins liée statistiquement à des termes comme le chat, à des termes comme mignon, à des termes comme vidéo de chat mignon. Tout ce que la machine sait faire avec ça, avec chat, c'est corréler des chaînes de caractères, mettre en relation statistiquement des chaînes de caractères. Donc si on lui dit trouve-moi un chat blanc, bon bah d'accord, chat blanc, il va chercher la chaîne de caractères en association avec une photo, et puis il va nous donner un chat blanc. Mais si j'ai pris un gorille noir et que j'ai mis chat blanc dessus, bah il va me le ramener parce que voilà. Alors il faudra lui mettre aussi une analyse, un système d'analyse pour qu'il vérifie que l'animal a bien en gros la forme d'un chat et a bien en gros la couleur blanche. Donc, et voilà, et donc on peut le programmer pour ça. On peut le programmer pour ça. Mais il ne sait toujours pas. Donc on peut programmer un programme, une machine, pour nous sortir des chats blancs. Mais il ne sait toujours pas ce que c'est qu'un chat blanc. Il ne sait pas non plus ce qu'est blanc. Parce qu'il n'a pas d'yeux, il n'a pas vu. Alors on peut le connecter à une caméra et lui dire que ça, là, quand tu as ce stimulus-là, ça, on va appeler ça blanc. C'est-à-dire tu vas connecter tel signal à tel autre. Pareil. Mais on va lui donner cette instruction, parce que sinon, lui, il ne l'appellera pas blanc. Il ne comprendra pas qu'on veut dire blanc. Alors si on lui disait, alors maintenant, on va te mettre des gars qui parlent devant la caméra, qui vont te montrer des couleurs, tu vas faire une analyse de la longueur d'onde de la couleur, puis tu vas faire une corrélation statistique entre ce que te dit le gars, il va te dire des noms de couleurs, et puis ce que tu vois, ce que ta caméra t'envoie comme signaux, bon bah d'accord, la machine va être capable d'imiter, d'émuler ce que c'est que voir et de trouver du blanc. Sauf que ce sera qu'une imitation. Donc on pourra lui passer des couleurs, dire blanc, donc il fera une association, donc on lui montre du blanc, et puis, mais s'il y avait un expérimentateur un peu farceur, genre moi, qui n'y croit pas du tout, il lui montrera du rose, du brun, et puis il répéterait c'est blanc, c'est blanc, c'est blanc, c'est blanc, et puis la machine elle enregistrerait n'importe quoi. Voilà. Parce qu'elle sait faire que ça. Donc elle ne saurait jamais, donc une machine ne saura jamais ce que c'est blanc par exemple, et ce que c'est un chat. Parce que pour savoir ces choses-là, pour savoir ce que veulent dire les mots, ben, il faut être vivant, il faut avoir des organes. Nous, on ne fait pas ça. Ce n'est pas ça qu'on appelle, nous, chat blanc. C'est pas juste une corrélation statistique. Alors, donc on a entraîné des soi-disant IA, on a entraîné des bidules à faire de la reconnaissance d'images. Alors pareil, comme avec Carlsen, qui apprend à jouer aux échecs très vite, et puis l'IA, elle y apprend au bout d'1 million de fois, quand même, donc elle est un petit peu lente, et bien de la même manière, pour reconnaître des chats, il faut lui donner 1 million d'images de chats.
Tu vois un enfant, tu lui montres un chat, tu lui dis c'est un chat, la deuxième fois tu lui remontres un chat, tu lui dis est-ce que c'est le même animal? L'enfant il te dit oui, même un enfant de 3-4 ans il te dit bah oui c'est le même animal, ça se voit. Puis tu lui montres un chien, c'est le même animal. Ouais non, on voit qu'il est différent, donc c'est pas le même. Bon. Bon, il y a peut-être moyen d'arnaquer si c'est un enfant de 3 ans qui n'a jamais vu de chat ni de chien et tu lui montres un chat blanc et puis euh, un chien de la même taille, bon peut-être il te dira ouais c'est chat. Bon bah d'accord, c'est parce qu'il n'a pas enregistré. Excusez-moi, ça a encore coupé ma caméra. Vous voyez que le système là, l'appareil, à la fois le matériel et le logiciel de mon téléphone sont complètement incapables de gérer la mémoire, et moi aussi d'ailleurs. Ils ne gèrent pas l'espace disque. J'ai aucun. Je dois tout faire à la main sur ce truc, on voit qu'on est encore à un niveau de stupidité mais total. Et en fait, il y a souvent des interruptions dans mes vidéos parce que mon espace est limité, parce que les systèmes de gestion de mon téléphone, là, qui est censé être un smartphone, là encore, on reprend l'idée que c'est des objets, puis on appelle ça des objets connectés ou des objets intelligents. Mais tu parles qu'il est intelligent le truc. Le logiciel est super mal conçu et me donne aucun contrôle de la mémoire du truc. Donc le truc ne sait pas gérer sa mémoire, contrairement à moi. Moi, je peux penser des tas de trucs, ma mémoire est jamais saturée. Mon esprit, il se met jamais à bloquer. Je peux remplir d'informations mon cerveau. Ben, ma mémoire, elle se gère toute seule. La mémoire d'un humain, on n'en a vu aucune qui soit saturée. Tu vois, il n'y a pas d'overdose de mémoire chez nous, il n'y a pas de blocage. Ce truc de con là est complètement limité. N'arrive pas à gérer un stockage d'informations, quoi. Donc si je parle trop longtemps, lui il stocke plus. Voilà, parce qu'on voit bien que c'est pas du tout la même information. Moi on pourrait me parler, enfin j'écoute des reportages tous les jours, des heures et des heures, ma mémoire n'est jamais saturée. Et ça fait 44 ans que ça dure, que j'entends du langage et mon cerveau il dit pas ah non j'arrête là, je m'éteins, je bloque tout, je communique plus. Non, moi je peux enregistrer de l'information en permanence. Alors pas, enfin si tu me mettais 18 personnes qui me parlent en même temps ou 4 millions de personnes, bon, bien sûr, là, je ne peux pas enregistrer. Alors que le programme, lui, tu pourrais concevoir un centre de données qui reçoit des données de partout et tu pourrais lui en mettre 4 millions, ça c'est concevable, il y arrivera. Sauf que c'est pas du tout la même opération, quoi, finalement, c'est incomparable. Alors j'étais sur les chats blancs, bon, comme il m'a interrompu, je vais pas trop continuer les chats blancs, mais je voulais continuer à délirer sur le traitement du langage naturel, là, parce qu'il y a des applications de la pseudo-intelligence artificielle qui sont vraiment intéressantes et qui nous permettent des choses très, très intéressantes. C'est notamment la linguistique, l'analyse littéraire ont progressé, l'histoire aussi. Hein. Au XXe siècle, le traitement sériel de l'information, donc en fait, il y a une sorte de préhistoire sérielle de l'informatique dans ce qu'on a appelé l'histoire sérielle, l'histoire en série. Et il y avait déjà l'idée de faire du traitement de masse d'informations. L'idée chez les historiens, notamment les Français, de ce qu'on appelle l'école des Annales, avec deux N, hein, l'école des Annales, donc Marc Bloch et Lucien Febvre, leur histoire, donc mettons, c'est un courant de l'histoire entre vers 1930, 1960 par là. Hein, en gros, c'est un courant qui dit que, bon, l'histoire, on a beaucoup fait une histoire des... Merde, j'ai dû me planter dans ma clope. On a beaucoup fait une histoire des rois, des batailles, des machins, et cette histoire a redéfini l'histoire sur... Ben non, c'est l'histoire du prix du pain, c'est l'histoire des masses monétaires, c'est l'histoire des petits objets culturels, etc. C'est ça l'histoire en fait. C'est pas l'histoire des rois de Louis XIV. Non, c'est qu'est-ce qu'on mangeait, qu'est-ce qu'on croyait, l'histoire des idées, l'histoire des pratiques, l'histoire des pratiques agricoles, l'histoire des pratiques architecturales, etc. L'histoire des mots, etc. Donc cette histoire sérielle s'est mise à faire. Donc il y a une sorte de... Du coup, ça fait une sorte de préhistoire de l'informatique, puisqu'il y avait déjà l'idée qu'il fallait faire du traitement massif des données pour comprendre quelque chose. Et du coup, l'informatique, et ça, ces gens d'école en sciences humaines qui ont commencé à se baser sur de l'analyse massive de documents, et pas sur un traité de paix, le traité de 1615, machin, ou je sais plus, le traité de Westphalie en 1648, je crois bien, qui a mis fin à la guerre de 30 ans, si c'est bien ça. Putain, j'ai de vagues souvenirs en histoire, tu vois, ma mémoire elle est toujours là. Moi, ma mémoire, elle marche même 40 ans après. Tu peux lui... Enfin, ça fait pas 40 ans que j'ai appris ça. 20, 25 ans. Tu peux dire au téléphone de s'en rappeler de ce que je dis là dans 25 ans. Tu peux
peux être sûr qu'il va s'en rappeler. Donc je voulais parler du traitement du langage naturel et de ce que ça a apporté aux sciences humaines. Parce que je ne suis pas du tout contre l'informatique, ni donc contre les technologies appliquées à la culture. Je suis contre le fait d'appeler ça intelligence. Ce sont des outils à l'intelligence humaine. Ce ne sont pas eux-mêmes des intelligences. Tu dirais pas que le ciseau à bois, il est menuisier. Le ciseau à bois, c'est un ciseau à bois, c'est tout, c'est un simple outil. Il n'est pas intelligent lui-même. Il t'a pas conçu le meuble Louis XV. C'est le menuisier qui fait le meuble. Alors de même, la personne qui rédac, elle peut s'appuyer, je ne suis pas contre puisque j'en utilise. Et j'en ai testé avec l'idée que je pourrais les utiliser, sauf que ça fait de la merde. Donc je suis pas contre, hein, ne faites pas ne déformez pas ce que je dis, je ne suis pas contre l'intelligence artificielle. Je ne défends pas la thèse que l'intelligence artificielle, il ne faudrait pas en faire. Mais il ne faut pas appeler ça intelligence. Il faut appeler ça, c'est un outil à l'intelligence humaine. C'est un annexe de l'intelligence humaine. Et ça n'a de sens que par rapport à l'intelligence humaine, et ça ne prendra pas son autonomie parce qu'il y a une aporie, il y a une impossibilité totale. Ce n'est pas une question de technologie, ce n'est pas une question de niveau de sophistication de nos algorithmes, même avec l'informatique quantique, ça ne résoudra rien. Je me suis renseigné aussi, j'aime bien. Est-ce qu'on parle de quantique? Est-ce qu'il va me couper encore? Bon, le calcul quantique, c'est un autre calcul qui pourrait dépasser beaucoup les capacités de calcul qu'on a avec le stockage électronique. Le stockage électronique, c'est soit on fait passer un courant dans un micro-bout de circuit, dans un bout de fil de fer microscopique en gros, hein. C'est ça, mon téléphone c'est ça qui fait, l'ordi c'est ça qui fait, l'informatique c'est ça. On miniaturise des fils de fer, on dit l'info elle passe ou pas, enfin le circuit, l'électricité elle passe ou pas, il y a des électrons qui passent ou pas. Oui, non. Ça nous fait l'équivalent d'un état oui-non. Et suivant ces oui-non, on fait des combinaisons de oui-non, donc des 1 et des 0, équivalent informatique, bon, mais c'est juste une logique binaire qui préside à ça. Et l'informatique quantique, c'est un tout à fait autre système, puisque ça repose sur des états de la matière qui peuvent être beaucoup plus nombreux que 0, 1, donc il n'y a pas deux états, il n'y a pas une alternative. On parle d'intrication quantique, c'est compliqué et je vais être un mauvais prof parce que je comprends tout ça qu'à moitié, la quantique. Je trouve ça absolument passionnant, la physique quantique, mais j'y comprends que dalle. Disons que je ne comprends pas suffisamment bien pour vraiment bien vous le rendre. Mais bon, les états quantiques, ils sont beaucoup plus nombreux. C'est-à-dire qu'un système n'est pas oui-non. C'est pas ça passe pas. Il peut être simultanément dans plusieurs états différents. Et on ne sait dans quel état il était que quand on teste. Et sinon, on ne sait pas. Et peut-être qu'il n'est pas dans un certain état, il est dans virtuellement tous les états possibles. Mais quand on le teste, il est dans un état. C'est très bizarre ce truc. Mais du coup, on peut lui faire des calculs en utilisant cette propriété de l'intrication, si c'est bien ça. Et du coup, voilà, au lieu de calculer qu'est-ce que ça fait un 0 plus un 1, c'est la logique booléenne. Donc 0 plus 0, ça fait 0, 1 plus 1, ça fait 1, ou ça fait 0, enfin ça dépend comment tu paramètres le calcul en fait maintenant. Alors je ne suis pas non plus spécialiste en logique booléenne, mais bon, grosso modo c'est des portes logiques. Si quelque chose est vrai, ben c'est vrai. Si c'est vrai et faux, alors c'est faux. Si c'est faux et faux, alors peut-être ça dépend, je crois que c'est plutôt faux. Mais ça dépend, là encore, je crois qu'on peut trafiquer les règles, c'est comme la logique, la géométrie euclidienne ou non euclidienne. Suivant quel principe on choisit, hein, que les parallèles peuvent se recouper ou pas, suivant les axiomes qu'on choisit, au système, ça va donner des résultats différents, et donc des calculs différents, des possibilités de calcul différents. Il y a des choses qui sont plus intéressantes à calculer dans un système que dans l'autre. Dans l'un, ça ne marche pas, dans l'autre, ça ne marche pas. Donc, il y a différentes formes de booléens, et de même pour le quantique, je crois qu'il y a plusieurs formes de quantique déjà. Donc, mais le quantique permettrait de faire des calculs autrement plus puissants, plus rapides et machin. Donc, quand, par exemple, on peut faire programmer, on peut concevoir un programme qui va analyser 1 million d'images, là, il pourrait analyser 16 milliards d'images, par exemple. Voilà. Donc, on aurait des résultats beaucoup plus vite. Donc, certains calculs qui sont toujours impossibles à faire aujourd'hui, par exemple, modéliser l'univers avec le nombre de particules, par exemple. Ça, donc, si on produit un calcul où on a le nombre de particules, déjà, on n'a aucun ordi qui peut calculer ça, qui peut représenter matériellement
le nombre de particules qu'il y a dans l'univers, c'est tellement énorme qu'on ne peut pas. Et puis il faudra aussi représenter la position du truc, et puis les vecteurs de déplacement, et puis d'autres paramètres. Justement, les niveaux d'énergie quantique des trois machins, des trois diamètres, là, comment ça s'appelle, des trois, enfin voilà. Donc il y aurait plein de paramètres pour chaque particule, donc du coup ce serait tout un tableau de données déjà pour une particule de l'univers, donc pour un milliard de particules, là on n'a rien qui permet de calculer ça. Bon bah du coup le quantique permettrait de calculer ce genre de trucs, donc vous voyez ça serait une sacrée aide à l'intelligence humaine. On sait penser des possibilités de calcul qu'on ne sait pas faire, et les machines peuvent nous aider à faire ces calculs. Là, les machines sont précieuses. Alors, j'ai fait tout un détour, mais j'étais sur le traitement du langage et ce que ça apportait aux sciences humaines. Et donc, on a fait des gros progrès, par exemple, en analyse littéraire, tout simplement, et en histoire des mots, en faisant bouffer à des ordis des corpus entiers de tout ce qu'on a comme texte d'ancien français, et en faisant des calculs d'occurrences statistiques. Donc, comme ça, on lui a fait bouffer toutes les annales qu'on avait, tous les machins de mariage gardés par des églises, tous les constats de décès, toutes les transactions des marchands, tous les documents, donc, y compris beaucoup de choses qui ne sont pas du tout de la littérature. Et comme ça, on a pu faire, avec tout le corpus en français, en ancien français, on a pu savoir quelle est la première occurrence de tel mot. Quand est-ce qu'on a eu le mot, je ne sais pas moi, éclipse ou lapin, ou quand est-ce qu'on a ce mot. Et quels sont, du coup on peut faire de la statistique, on peut faire des courbes. Tiens, il y a un mot, il y a une première occurrence en 1610, et puis ensuite il y a un petit développement où c'est utilisé 100 fois dans le siècle, et puis en 1729 ça se répand parce que le mot devient beaucoup plus fréquent, parce que ça a été utilisé dans un bouquin, ou parce qu'il y a un nouveau décret qui impose telle pratique qui est liée à tel mot, etc. Donc voilà, on a pu mieux comprendre des choses. Pareil, par exemple, ça peut nous en apprendre sur le peuplement. S'il y a un mot qui vient de l'arabe, du celte, du franc, du burgonde, du je sais pas quoi, qui apparaît dans un corpus dans telle région, c'est qu'il y a des gens qui ont parlé cette langue, qui ont laissé des traces écrites. Donc ça peut nous montrer des influences culturelles qui sinon étaient imperceptibles. Donc ça a pu beaucoup aider la recherche de faire de l'analyse du traitement de masse de documents, et aucun chercheur humain n'aurait scanné des millions de documents chiants, des archives super chiantes des listes de prix par exemple. Alors pareil pour l'histoire économique, ça nous a beaucoup aidé de faire, on a retrouvé des listes de prix faits, par exemple les prix pratiqués par des abbayes qui vendaient du grain. On a des siècles de notation de prix comme ça, on a des séries continues qui nous permettent d'avoir des infos de bas sur les prix des choses à des époques très éloignées. Donc voilà, dès qu'il y a eu de l'archivage, on peut faire de l'économie et reproduire un peu, savoir quelque chose des échanges de cette époque, alors qu'il n'y a aucun document qui nous a vraiment parlé des échanges. Ils nous ont parlé d'indices, enfin ils nous ont parlé de choses que nous on interprète comme des indices, d'autres choses sur lesquelles il n'y avait aucun témoignage écrit, puisqu'il n'y avait pas une conscience de ça, quoi. Il n'y avait pas d'INSEE, il n'y avait pas une conscience collective il n'y avait pas d'institut statistique, il n'y avait pas d'instrument étatique ou même privé de mesures économiques, il n'y avait même pas de sciences économiques à vrai dire. Donc ils ne nous laissaient aucune info, mais indirectement, par des analyses d'archives massives, sur des séries, sur des siècles, on a pu reconstituer des infos très intéressantes. Donc là, les ordis sont super intéressants pour nous comme outil, comme un burin pour un menuisier, et l'ordi est très intéressant pour les intellectuels de la culture, pour faire des choses qu'aucun chercheur n'aurait fait, quoi. Aucun ne se serait tapé 5 siècles de liste de prix, quoi. Voilà. Il aurait fini fou, il aurait dû passer 240 ans, il serait mort avant, il n'aurait jamais fini le travail, ou il aurait fallu mettre une équipe de 70 chercheurs qui est au-delà d'une capacité économique de financer ça pour avoir un peu de savoir. Bon. Donc l'ordi il nous le fait, tu lui fais bouffer toute la masse, ça prend 2 mois à le nourrir, et puis ensuite, hop, tu lances un calcul, dans la journée il a fini, et il dit tel mot utilisé tant, voilà la courbe de l'utilisation du mot grain sur 4 siècles, nickel, et les prix associés en sesterces, ou en sol, ou je sais pas quoi.
Bon voilà, donc le traitement automatique du langage, c'est vraiment intéressant. Alors pareil, aujourd'hui en SEO, là j'utilise un logiciel qui fait une analyse statistique des mots de la SERP. Alors il comprend pas un mot de ce qu'il lit, hein. Ça soyons-en bien convaincus, donc il me suggère n'importe quoi. Mais à partir de l'analyse des mots, de ce qui est arrivé dans les premiers résultats d'une recherche sur Google, on voit le vocabulaire qui a été utilisé par les gens. Donc ça donne des idées. Et c'est pas une bonne idée de redire ce qu'ont dit les gens. Justement, ça donne des idées de tiens, il faudrait peut-être en parler autrement. Mais du coup, ça donne une référence. Et il y avait une autre manière de savoir ça, c'est de passer des heures à lire les 10-20 premiers résultats de Google en entier. Donc quand c'est des mots, quand la SERP, quand la page de résultats, elle tourne autour d'une moyenne de mots de 3000 mots, pour commencer à écrire ton article, il faudrait que tu lises 30 000 mots du coup. Donc lire 30 000 mots, ça veut dire lire un roman de 100 pages en fait. Donc il faut que tu y passes la journée déjà. C'est long quoi. Donc là, le logiciel, il te sert d'office, il te dit, bon bah les occurrences statistiques, c'est ça, il y a tel mot en premier, tel mot. Et alors le truc est vraiment complètement con, puisqu'il ne fait pas la différence entre un mot qui est signifiant et un mot de liaison par exemple. Il te met deux et il te met c'est, il te met, et il te met le mot-clé que tu cherchais quoi. Voilà. Il fait aucune différence entre les mots parce que pour lui c'est juste des chaînes de caractères qui n'ont aucun sens quoi. Voilà. Alors, pareil pour faire des systèmes experts, ça peut être vraiment intéressant. Genre, tu as des tas de contraintes, tu as des tas d'avions qui arrivent et tout sur un même aéroport, puis il faut les synchroniser. Bon bah là, il peut être plus fiable que nous, il peut être plus rapide. Voilà, donc dans tout ce qui est le traitement massif et bête finalement. Donc nous, on n'a que à concevoir des systèmes de règles qui tiennent la route. On lui dit, quand tu as ce genre de signaux, tu fais ça. Le temps qu'il faut pour vider une piste entre deux avions, c'est temps. Donc maintenant, tu fais une allocation des ressources. Tu fais un calcul d'allocation des ressources au mieux en fonction des critères qu'on te donne. Donc nous, on s'occupe plus de faire ces maths-là ou de gérer ça à la main ou par intuition. Maintenant, tu fais tous les calculs et puis voilà. Donc on peut se reposer comme ça sur un certain nombre de systèmes experts et c'est bon pour nous parce que voilà, donc ça ne va pas nous remplacer. C'est pas comme si ça remplaçait les gens. Ça remplace pas le boulot. Ça évite de faire du boulot qui est con, qui est pas intéressant. Comme ça, nous, on peut faire que penser des choses intéressantes. Alors ça va peut-être encore couper. Bon, mais c'est pas grave, là, j'ai peut-être fini. J'ai peut-être fini. Bon, bah si ça coupe, je reprends plus. Je vais pas faire encore un téléchargement, machin. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comment appeler ça? Depuis tout à l'heure, je cherche un nom, mais j'ai pas trouvé d'autres noms pour intelligence artificielle. Faut vraiment arrêter d'utiliser ça parce que traitement de données en masse, tout ce que ça fait, en fait, tout ce dont je viens de parler, c'est rien que du traitement de données en masse. Traitement automatique de données. Alors je voulais dire aussi, ouais, le turc mécanique. Au XVIIIe siècle, on a inventé un automate qui était censé, c'est le premier exemple d'IA, et c'était une arnaque. En fait, on avait fabriqué un automate qui avait forme humaine et qui jouait aux échecs, soi-disant. Et en fait, il y avait quelqu'un dedans. Les concepteurs avaient juste planqué, donc c'était comme un tour de magie, quoi. Il y a un truc et c'est bidonné. Et j'en parle parce que c'est la même chose avec l'IA. C'est toujours aussi bidonné, en fait. Mais ça montre bien la naïveté de l'humanité. Qu'on est prêt à croire, et c'est de la pensée magique, on est prêt à croire qu'une machine va pouvoir faire des choses humaines. Alors que non, c'est impossible. C'est impossible. Alors j'ai regardé un peu ce que j'avais dit avant et j'ai repensé au ver de terre là enfin non, si, mais quand je parlais d'intelligence du vivant, j'ai pensé à un ver de terre par exemple. Euh, Réfléchissez à cette situation. Vous avez déjà vu un lombric? En fait, un lombric est plus intelligent qu'une IA. Un lombric, quand il rampe sur le sol pour chercher de la nourriture, il bouffe des trucs en décomposition, il cherche du végétal en décomposition. Je sais pas trop sur quoi il se base d'ailleurs, peut-être à l'odeur ou il y aura des signaux chimiques quelque part. Je sais pas quels sont les sens d'un lombric. Je n'en suis pas un et j'ai jamais discuté avec un lombric, mais il doit bien avoir des sens pour savoir ce qui est bouffable et pas bouffable, vu qu'il préfère du végétal mort
Par exemple, il ne va pas manger de l'herbe vivante, le lombric. Il va manger de l'herbe morte. Il va manger de la feuille morte, par exemple. Donc je ne sais pas comment il se guide, mais il se guide de facto, sinon il ne serait pas vivant. Et vous voyez, quand il rampe au sol, il sort normalement. On s'est encore coupé, et cette fois j'ai trouvé le problème. Hein, c'est pas le téléphone qui a résolu le problème parce que lui il capte rien de rien. Il avait stocké des vidéos, même des très vieilles d'il y a 6 mois, dans une partie alors que je les avais supprimées du machin qui les prend. C'est incroyable. Donc il fait n'importe quoi. Bon. Il les stocke dans 2 endroits, apparemment, j'ai rien compris. Bon. Euh, donc je parlais du lombric, donc attends, je disais quoi? Donc il sort pour chercher sa nourriture, et donc naturellement il en vient à ramper sur des obstacles. Donc avec son corps, hop, avec son petit corps là, tac, il rencontre des choses qui sont dures, il passe au-dessus et machin, et il n'a pas une réaction quand il rencontre un objet où il se retire, ou il se contracte ou quoi. Chaque fois qu'il rencontre un caillou, il s'en fout. Par contre, si, parce que je me rappelle mes souvenirs d'enfant quand je jouais avec les lombrics, parce que j'ai toujours bien aimé m'amuser avec le vivant et voir comment ça vit, comment ça réagit. Donc par exemple, je prenais au doigt ou avec un bâton, tu le touches, il se rétracte. Réfléchissez à ça, ce qui se passe là. Si lui, il rencontre des obstacles pendant qu'il bouge, il ne considère pas qu'il y a un danger, donc il ne se protège pas. Mais si c'est un truc qui va vers lui, alors que lui n'était pas en mouvement vers ce truc, eh bien là, il réagit. Bon, j'allais dire il comprend, mais c'est pareil, je ne veux pas être anthropomorphe avec... je ne sais pas s'il comprend, parce que je ne pense pas qu'il ait une conscience. Mais ce système nerveux sait vivre et réagit avec pertinence en, en se protégeant d'avance de l'éventualité qu'ils viennent d'être touchés par un oiseau, une grenouille, un rat, un prédateur. Donc il se rétracte. C'est le début de la fuite, quoi. Même s'il n'a pas des grosses capacités de fuite, le pauvre lombric. Il se fait souvent bouffer par des poules ou des rongeurs. Il y a plein d'animaux qui bouffent des vers. Mais donc vous voyez, il a peu de neurones, hein, par rapport, je parlais du qubit là en fait. Oui, j'ai pas vraiment parlé du qubit, mais le qubit c'est une unité de mesure. Il y a le bit en informatique, BIT, hein, juste, il n'y a pas de E. Le bit en informatique est donc 0 ou 1. Et puis il y a le qubit qui est la série des états quantiques possibles. Je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a beaucoup plus. Donc ça nous permet de faire du calcul beaucoup plus fort, enfin dans certains cas, beaucoup plus puissant que du bit. Et on sait que le lombric, il a peu de neurones, hein. Donc au niveau qubit, au niveau son processeur à lui, il est tout faible, hein. Mais il sait faire ça quand même, hein. Il sait faire ça. C'est assez foufou, hein. Donc, bon, est-ce que j'ai d'autres idées? Est-ce que j'ai d'autres idées? Je crois pas. Enfin, si, j'ai toujours plein d'autres idées, mais là, tout de suite, je pense que j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire sur l'IA. Donc, faut-il de l'IA? Oui, ça peut servir à plein de choses. Est-ce qu'il faut appeler ça IA? Non. Non, non. Est-ce qu'il faut considérer que c'est intelligent? Non, 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 non. Pas du tout. Est-ce qu'on est menacé d'être remplacé? Non. Alors, est-ce que c'est un danger? Réponse oui. C'est pas l'IA qui est un danger, bien sûr, hein. L'IA n'est pas un danger en soi. Ce qui est dangereux, en fait, c'est que c'est capitalisme plus moyen de traitement informatique de masse aux mains d'une minorité. Là, il y a le danger. Parce que maintenant, pour faire de la recherche en IA, il faut des cerveaux. Il faut donc sélectionner des gens qui sont rares. Ce qui est rare et en moyenne, ce qui est rare est précieux et cher. Parce que ce qui est rare et sans valeur, c'est pas. Enfin, ce qui est rare et inutile, ce n'est pas précieux. Donc l'adage économique est faux en soi. C'est pas ce qui est rare et cher, puisque un unijambiste aveugle qui sache rien faire, c'est pas précieux. Mais un ingénieur très compétent en IA, c'est rare et c'est précieux parce que c'est utile.
Donc les cerveaux sont rares, donc faire de la recherche en IA, bah, faut du matériel et faut du logiciel humain quelque part. Donc c'est cher. Donc du coup, il n'y a pas une capacité universelle à faire de l'IA. C'est très très limité. D'ailleurs, il y a plein de pays qui font pas d'IA, quoi. En Afrique, l'IA, ça se développe pas des masses, des masses. C'est pas leader. Donc ça va. Les premiers qui auront de l'IA, ils feront de la production automatisée de tout, de tous les secteurs. Tout ce qui peut s'automatiser par un traitement automatique, ben, on va y passer. Donc du coup, les premiers à maîtriser ça, et ceux qui seront leaders, ben, ils recevront plus de ressources, donc ça aggravera encore les inégalités. Alors ça aggravera au niveau macro, quoi, au niveau de l'humanité. C'est-à-dire que les pays les plus en avance sur l'IA vont encore plus piller les autres, puisque les autres n'auront que des moyens de production humains ou industriels, enfin industriels de la vieille époque, quoi. Donc là, on aura l'industrie robotique. Bon, ben, elle va plus vite que l'industrie chinoise à la main, hein. Donc les premiers à faire du robotisme sont avantagés. Et puis au niveau des individus dans la société européenne, américaine ou asiatique capitaliste, eh bien ça va introduire, enfin les premiers qui auront de l'IA, là je vous parlais de Jarvis, Jasper, excellent système de vente pour arnaquer l'esprit humain, ils sont super forts. En IA, c'est nul. Mais pour choper de l'argent à des humains crédules, qui peuvent croire comme aux Turcs mécaniques que l'IA va tout révolutionner, bon ben là ils sont forts et donc les premiers à faire de la production de tout, donc y compris de services, y compris de choses immatérielles, y compris de rédaction, y compris d'information, y compris de créativité. Ah oui, je voulais parler de la créativité quand même. Ben les premiers auront un avantage concurrentiel qui est juste énorme par rapport à ceux qui n'ont pas de système automatisé. Et du coup, le danger, c'est un danger de désagrégation de la société humaine, pire encore qu'avec le capitalisme actuel, qui crée déjà des inégalités qui n'ont pas d'équivalent dans l'histoire, quoi. L'histoire humaine n'a jamais été aussi égalitaire qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu la disproportion qu'il y a entre la fortune de Bezos et Bill Gates, etc. Et puis les gens qui n'ont rien, quoi. Les milliards de gens qui n'ont rien. Donc ça va encore aggraver ça. Ça va encore aggraver la concentration des richesses. Et du coup, comme les richesses conquises grâce à l'IA, on va appeler ça encore comme ça, bon, ces richesses-là vont permettre de dominer le monde réel, IA ou pas, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir s'acheter des immeubles, ils vont pouvoir s'acheter des villes, ils vont pouvoir s'acheter des pays, ils vont pouvoir s'acheter des forêts, du territoire. Et quand on mélange ça à la crise climatique, c'est-à-dire que les terres cultivables qui vont se raréfier, les terres où il n'y a pas trop de catastrophes qui vont se raréfier aussi, les terres où l'eau n'a pas monté qui vont se raréfier, eh bien la terre va devenir encore plus précieuse. Or, qui va pouvoir l'acheter? Uniquement seront ceux qui auront accumulé du capital, notamment via l'IA. Donc le danger de l'IA, c'est pas qu'elle prenne le pouvoir, c'est que les mecs qui la contrôlent, notamment américains, ou ça pourrait être européens et asiatiques, soient des dangers publics pour l'humanité. Donc c'est toujours le même problème qu'avant, hein. C'est le vieux problème de l'humanité que certains humains sont... Disons que dès que certains concentrent de la richesse, ils deviennent un danger public pour toute l'humanité. Dès qu'on a des milliardaires quelque part, eh bien, comme en France sur le contrôle de la presse, on a perdu notre liberté là. On a perdu la liberté d'informer, a disparu en France parce que les milliardaires ont acheté la presse. À partir de là, ils achètent l'opinion. Ils nous font monter des fascistes au pouvoir. Bon, il y a ce danger-là, hein, qu'à partir du moment où les systèmes d'information s'informatisent de plus en plus et on va avoir des IA qui rédigent de la rédac, qui font de la rédac des nouvelles. On va avoir des infos qui sont basées sur des systèmes de caméras posés dans le monde et qui vont faire de l'info en temps réel sur... Il n'y a plus besoin de présentateurs climat, météo.
Il suffit de mettre des capteurs météo partout, et puis une voix synthétique qui présente, et puis qui balance l'info, et puis voilà, qui fait des stats, qui fait des tableaux, qui les montre, qui crée le site web, qui le gère, etc. On peut tout automatiser en fait, hein. On n'a plus besoin du météorologue en fait. On a besoin de transmettre, on a besoin de coder en programme le savoir du météorologue. Une fois que c'est fait, on a juste besoin de quelques chercheurs pour continuer à nourrir le programme par l'intelligence humaine, et après on a des systèmes de météorologie mondiale informatisés. Mais du coup, ceux qui contrôlent ces systèmes capitalisent toute la richesse, et les autres n'ont plus rien. C'est-à-dire qu'une fois que tu as un système de production automatisé de sandales, le fabricant de chaussures ne vaut plus rien. Son travail ne vaut plus rien. Donc lui, il n'a plus accès aux ressources. Le danger, il est là en fait. Il est dans le contrôle de la valeur. À partir du moment où certains qui ont le contrôle des moyens de production, donc, y compris par le traitement massif de données, à partir du moment où certains capitalisent ça et sont les uniques propriétaires parmi des millions de gens, ben, tous les autres n'ont rien, sont dépossédés, or ils sont dépendants de cette ressource, donc bon, ben, on peut toujours quand même rester, ça n'empêche pas que survive une économie de la sandale faite à la main, mais par exemple l'agriculture, rapidement on va vers des robots qui cultivent, hein. Il n'y a pas besoin d'un agriculteur pour conduire le tracteur en fait. Le tracteur peut être conduit tout seul. Il suffit mais on n'a même pas besoin du tracteur en fait. Tu prends un drone, tu le fais survoler les champs, il va dans une benne, un conteneur de grains, de semences, il va se recharger. Donc voilà, il vole, il prend sa quantité, il fait une ligne, il revient, il reprend sa... Enfin en fait il fait un aller-retour où il décharge sa semence, il est prévu pour ça, bon, il calcule lui-même ce qu'il peut prendre et machin, et voilà, il t'ensemence le champ, et pareil, il peut le récolter tout seul, donc on va, par exemple, il y a moyen de robotiser l'agriculture mondiale, et il n'y a pas de souci. Le métier de paysan est chiant et blessant par nature, le contact avec la nature est enrichissant, mais la paysannerie a toujours souffert, c'est des gens qui ont mal au dos, enfin quand c'était fait à la main à dos d'homme, faire les foins, ça te casse le dos en même temps, ça te rend un peu plus fort, mais aussi ça te casse, hein. Les paysans ils crevaient jeunes, hein. C'est épuisant d'être paysan. On vit moins bien paysan, la révolution néolithique a créé des humains qui vivaient dans des moins bonnes conditions quelque part, parce que être chasseur-cueilleur, c'était moins fatigant que récolter, semer, ça c'est chiant. Donc voilà, les robots peuvent le faire. Mais à partir du moment où les robots peuvent le faire, c'est ceux qui contrôlent les robots qui possèdent tout le grain. Donc ils ont qu'à acheter de la terre, par exemple déforester tout le Brésil, foutre des robots, tu récoltes du soja, mais par millions de tonnes. Et du coup, tu es propriétaire de millions de tonnes. À partir du moment où tu as le sol, les moyens de production, les robots, eh bien tu as les millions de tonnes, tu as la valeur. Donc tu n'as plus besoin de redistribuer la valeur, parce que normalement les systèmes d'exploitation, même humains, étaient des systèmes quand même où tu dois payer un minimum. Enfin, soit tu fais de l'esclavage, soit tu dois payer des employés. Tu leur redistribues un peu de la valeur du grain qu'ils extraient. Et bien là, les robots, ils ne demandent pas de paiement, eux. Donc le capitaliste qui a l'armée des robots, ben il n'a plus besoin de payer du tout quiconque, quoi. Il paye zéro travailleur. Donc du coup, il se pose vraiment le problème dans une économie robotisée de comment mangent les gens, comment ils ont du pouvoir d'achat. Parce que du coup, il y en a qui ont un pouvoir de production qui est immense, qui est infiniment plus grand que celui d'aujourd'hui. Un seul gars, Bezos, pourrait cultiver tous les États-Unis, par exemple, et plus. Il pourrait convertir sa fortune en robot. Ça ne suffirait peut-être pas tout de suite, mais il ferait tellement de profit avec ça que ça lui suffirait pour s'étendre et pour conquérir le monde entier. Donc ils vont peut-être être plusieurs capitalistes à jouer ce jeu-là, dans divers domaines, mais ça sera de toute façon un très petit oligopole. Donc ça fait quelques capitalistes et puis des milliards de gens éliminés. À la fin, il nous reste un millier de capitalistes dans tous les domaines et puis des milliards de gens qui ne servent à rien. Et c'est pas l'IA qui nous remplace, c'est les capitalistes. Donc il se pose vraiment la question de comment on a du pouvoir d'achat dans un tel système.
Parce que d'accord, on peut produire des biens de manière automatisée en masse, mais sauf qu'il n'y a plus personne qui a de l'argent pour en acheter aussi. Donc ça révolutionne vraiment l'économie, ce truc-là, parce que du coup, il va falloir passer à un salaire universel. Vous savez, ce qui a été débattu, qui a été amené par Benoît Hamon dans la présidentielle de 2017. C'est 2017 ouais. Sauf que c'était pas du tout l'invention de Hamon, c'est d'autres personnes qui ont inventé ça, je sais même plus qui, mais le revenu, voilà, le revenu universel, il va falloir passer à ça, parce que sinon on n'a pas de quoi acheter, quoi. On peut tout produire automatiquement, enfin presque tout, parce que les poèmes, il ne pourra pas. Et puis les œuvres d'art, il fait un peu de la merde quand même, quoi, vu qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une chose, ou qu'être vivant. Mais donc, voilà. Comment on va gérer la distribution de valeur, l'attribution de pouvoir d'achat aux gens, sachant que, est-ce que dans la société humaine, depuis qu'il y a, en fait, depuis la révolution néolithique, la valeur qu'on a, notre valeur sociale est largement déterminée par le travail. C'est pas le seul vecteur, parce qu'il y avait aussi la religion. Hein, le sorcier n'a pas de valeur parce qu'il travaille. Ce n'est pas une production. Il a une valeur parce qu'il est lié au pouvoir magique, parce qu'il guérit, il maudit, il a un pouvoir bénéfique ou maléfique. Donc il y a d'autres systèmes de valeurs qui font que des individus ont de la valeur dans une société. Mais si la valeur productive disparaît, la valeur productive humaine disparaît, hein, puisqu'on va vers ça avec la robotisation généralisée, qui nous épargne le travail, donc c'est pas mal, mais du coup on perd un des fondements de la société actuelle. Et ça, je ne sais pas du tout comment gérer ça après, quoi. Donc du coup, quelque part, on revient à la situation d'avant la révolution néolithique, donc d'avant l'agriculture et l'élevage. Hein. On revient à la condition de l'homme préhistorique, où la nature suffisait à le nourrir. Il avait qu'à se balader dans la nature, il y avait abondance de tout, donc tu trouvais de la viande, du poisson, des baies, des légumes, des racines, des feuilles. Donc tu bouffais tout ça, tu te promenais 3-4 heures, t'avais bouffé. Voilà, tu fais une promenade, tu bouffes, tu refais une promenade quand t'as faim, tu bouffes, et puis voilà, c'est tout. C'était ça la vie de l'homme pendant des millions d'années. Pendant 7 millions d'années, c'est ça en gros la vie de... Vous voyez, les singes, ils travaillent pas, les chimpanzés, ils travaillent pas. Les gorilles, tous nos parents singes ne travaillent pas. Ils ne sont pas acharnés. La plupart du temps, ils glandent. Et puis de temps en temps, ils vont bouffer. Ils vont chercher des insectes, des petits oiseaux et des baies. Donc on va revenir à cette condition-là finalement. Il y a de quoi nous nourrir, de quoi faire tout le boulot dont on a besoin, de quoi produire l'énergie, etc. Tout automatique. Et du coup, on n'a rien à faire. Donc on fait ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire on glande. Et on aime bien ça, hein. Franchement, il y a Netflix. On passera notre temps à faire des films, à jouer de la musique et raconter des conneries, faire des vidéos. Vous aurez plus de temps pour regarder mes vidéos, j'aurai des meilleures stats, ça sera pas mal. Donc, mais, du coup, ça va refonder la valeur humaine sur ce que seuls les humains peuvent faire. C'est-à-dire que moi, par exemple, je pouvais, quand j'étais jeune, écrire des livres. Donc là, comme on aura plein de temps, les gens vont s'occuper en partie en lisant des livres, parce que c'est une expérience mentale intéressante. Il y en a qui vont faire des jeux vidéo, il y en a qui vont faire, etc., du sport. Et du coup, notre vie sera basée là-dessus, je pense. Le futur si on survit à la crise climatique, le futur de la société sera dans toutes les activités créatives et de loisirs, en fait. Il n'y aura plus de travail, il n'y aura plus besoin. On ne se définira plus comme... Il n'y a que quelques professions qu'on pourrait peut-être pas mécaniser, qu'on pourrait peut-être pas robotiser. Mais même la médecine, on peut largement la faire, parce que pour diagnostiquer plein de trucs, il suffit d'entrer des données en fait. Hein. Donc c'est qu'une question de données. Hein. La plupart des docteurs foutent rien en fait. Hein. Ils sont pas utiles. Hein. Je veux dire, pour diagnostiquer une grippe, c'est peut-être 80% de leur cas. En hiver, par exemple, certains mois en hiver, ce qu'ils voient défiler dans le cabinet, c'est grippe, grippe, grippe. Donc oui, t'as le nez qui coule, tu tousses, t'as des glaires, t'as un peu de fièvre. Bon grippe, 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 c'est tout. Vraiment un teckel savant pourrait le faire, quoi. T'as pas besoin de faire 12 ans de médecine pour savoir ça. Donc les médecins sont utiles pour d'autres tâches, mais on pourrait facilement concevoir des outils automatisés de diagnostic qui
qui ferait le boulot de médecin pour des tâches de base, quoi. Et donc plein de métiers comme ça, même des métiers donc tertiaires, même des métiers liés au savoir, ne sont pas fondamentalement utiles. J'ai connu un mec qui était calculateur de résistance des matériaux. Tu parles, un programme te le fait, ça, c'est pas spécialement passionnant. La résistance des matériaux pour construire un immeuble sur des plans d'architecte. Alors déjà, le logiciel, il peut faire les plans d'architecte, et puis il peut calculer la résistance des matériaux. Tu lui donnes les données, il les bouffe, et c'est tout, il te sort le résultat. Tu cliques, paf, ou tu cliques pas, tu lui dis, vas-y, donne-moi le résultat. Tiens, voilà le résultat. Et voilà. Donc, il n'y a vraiment que dans des trucs créatifs. Alors, je vais juste finir là-dessus, et après j'arrête. De toute façon, vous êtes déjà parti. Mais c'est que l'IA, j'ai regardé des séries de vidéos et il y en a qui disent elles peuvent être créatives. Ben non, elles ne peuvent pas être créatives. On peut leur donner des programmes qui font une émulation de la créativité. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont créatives, puisqu'elles ne sont toujours pas intelligentes, elles ne comprennent toujours pas ce que veulent dire les choses, elles n'ont pas un rapport vital aux choses et aux êtres. Donc elles manquent de tout ce qui définit l'intelligence et attends, je me perds là parce que je pense à d'autres trucs. Qu'est-ce que je disais? Putain, merde, j'ai perdu ce que je disais. Merde, je vais y avoir un drop dans les stats là. Oh merde, j'aimerais bien revenir en arrière. Putain, pourquoi j'ai oublié? Merde. Qu'est-ce que je disais? Putain, ça fait comme du shit, mais en fait c'est du CBD. Ah, il y a un truc qui m'a déconcentré, j'ai cru que mon ordi allait s'éteindre, donc j'ai pensé à ça et ça a zappé. C'est bizarre l'intelligence humaine. Ah oui, la créativité, j'étais sur la créativité. Donc ouais, non, on a pu les faire émuler la créativité, oui c'est ça. Mais ce n'est pas créatif une machine. Ça ne peut pas être créatif, je crois pas qu'on y arrivera. Je crois qu'on peut émuler, on peut imiter ce que c'est que la créativité. Mais c'est pas pour ça que que l'IA, elle est créative, elle n'est pas créative. On peut lui dire, vas-y, par exemple, fais des mélanges de mots qu'on n'a jamais fait avant. Donc tu prends le corpus, tu analyses ce qui est statistiquement lié, et ce qui est statistiquement rare, ou ce qui est statistiquement inédit, et ben ça tu le fais. Donc du coup, il va pouvoir simuler ce que serait un poème qui serait écrit dans une autre langue. Bon, ça ne voudra rien dire la plupart du temps, il en fera des millions, ça sera pour nous complètement inintéressant. Mais donc, ou par exemple, parce que j'ai entendu des IA, bon, j'ai regardé une série de vidéos et ça parle on a fait faire des trucs à OpenAI ou à d'autres systèmes, on leur a donné de la peinture et puis on leur a dit, vas-y, fais des tableaux. On leur a donné de la musique classique et puis on leur a dit, vas-y, fais de la musique classique. On leur a donné du jazz, et vas-y, fais du jazz. Donc, bah d'accord, ils prennent du saxo et puis ils nous font du jazz, du piano et des batteries. Donc en fait, on leur donne un corpus, ils analysent, ils voient ça un peu de leur manière. En fait, je dis ils voient, mais c'est encore du langage anthropomorphe, hein, je ne pense pas qu'ils voient vraiment. Donc ils analysent des signaux, des trucs, bon, ça passe dans leur filtre, dans leur réseau de neurones, là, machin, machin. Et puis ils sortent un résultat qui est plus ou moins lié aux données de l'input, quoi. Mais c'est pas créatif. Le truc n'a jamais voulu faire ça. Il n'a aucun besoin de s'exprimer. Là encore, pour qu'il y ait un acte de créativité, il faut qu'il y ait une volonté de s'exprimer, il faut qu'il y ait un besoin de s'exprimer, il faut qu'il y ait une fonctionnalité à la chose. Pourquoi là, moi, je suis en train de m'exprimer? C'est pas que quelqu'un m'a programmé à m'exprimer. J'ai envie de m'exprimer. J'ai envie d'être relié aux autres et d'échanger le contenu de ma pensée. C'est fondamentalement humain, ce besoin de communiquer. Mais tandis que le programme, il n'a aucun besoin de communiquer. Il s'en fout complètement. Il n'a pas d'intention, il n'a pas le besoin. Moi, je ressens un besoin social de me connecter aux autres. Je sais que je vais crever. Je sais que j'ai cette capacité à penser et à échanger avec les autres. J'aime bien avoir des discussions intello. J'aime bien partager de la pensée. J'adore regarder, moi je consomme énormément de vidéos de gens qui pensent. Sur plein de sujets, je me nourris toujours intellectuellement, donc moi je suis un spectateur avide, donc c'est pour ça que j'aime aussi faire des vidéos
pour retransmettre une partie de ce que j'absorbe. Donc je suis dans une logique, moi, de communication. Le programme, l'IA, n'est jamais dans cette logique. On lui dit de faire un truc. Moi, il n'y a personne derrière moi qui me dit de faire une vidéo. Je l'ai fait spontanément parce que j'étais inspiré. Et là, tout ce que je viens de faire, là, je viens de passer d'une idée à l'autre en fonction de mon vécu, mon expérience. Bon, tout ça, on pourrait l'émuler en fait. On peut faire tourner un programme, lui donner une mémoire, du coup, hein, il va simplement garder un historique de ce qu'il a déjà fait, et ce sera une sorte d'équivalent de la mémoire. Mais il n'a pas de mémoire en réalité. Il fera ça parce qu'on lui a dit d'avoir une mémoire. Si on ne lui dit pas d'avoir une mémoire, il n'aura pas de mémoire. Moi, je ne peux pas choisir d'avoir une mémoire ou pas. Je suis conçu pour ça. Je suis aussi conçu pour communiquer. Tout mon corps est fait pour communiquer. C'est ma nature elle-même. Ah oui, avant de faire la vidéo, j'ai fait la vidéo parce qu'il y avait des idées qui me tournaient dans la tête, et une des idées c'était: je suis intrinsèquement naturel et culturel. Et toi aussi qui me regarde peut-être encore, peut-être pas, mais nous sommes intrinsèquement naturels et culturels, et alors qu'on oppose souvent ces deux notions, c'est complètement faux et fou. Nous sommes intrinsèquement les deux. Notre façon d'être naturelle à nous humains, c'est d'être culturel. Et c'est pas juste notre cas. Nous ne sommes pas une espèce isolée. Des centaines d'autres espèces sont également culturelles. Elles font des choses qui ne sont pas dans leur gène. Elles font des choses qu'elles ont appris dans leur société animale notamment. Hein, les éléphants n'ont pas leur comportement. On sait que des éléphants nés en captivité n'ont pas le comportement des éléphants sauvages. Parce que les éléphants sauvages vivent dans leur culture d'éléphants sauvages, et si tu mets un éléphant, un bébé éléphant sur une île déserte, il ne reproduit pas le comportement des éléphants sauvages. Preuve que ce n'est pas inné, c'est une culture qu'il a appris quand il était petit, avec ses parents, avec son milieu, avec sa société. Donc les éléphants sont des animaux sociaux, mais comme des dizaines d'animaux en fait. Tous les animaux sont des animaux sociaux qui ont appris des choses de leurs congénères. Ils voient comment les autres se comportent, mais ils voient aussi comment les autres espèces se comportent, donc ils s'adaptent. Donc tout le vivant en fait, tout le vivant non. Je ne pense pas que tout le vivant soit culturel. Mais en tout cas, une bonne partie du monde animal est culturelle. Et donc nous sommes culturels, comme cette bonne partie du vivant animal. Et nous sommes culturels, et c'est ça qui fait que moi je fais une vidéo là. C'est parce que je suis intrinsèquement culturel. Et l'IA, elle n'est pas culturelle. Elle n'est pas culturelle. Voilà aussi pourquoi elle ne peut pas être intelligente. Elle n'est pas culturelle, elle n'a pas de congénères, elle n'a pas de besoin de communiquer, elle n'a aucun problème existentiel à résoudre. Pourquoi nous sommes culturels? Parce que c'est une aide pour mieux vivre, d'être solidaires entre nous et de partager du savoir. Or l'IA, comme elle n'a pas l'impératif de vivre, comme elle n'a pas la crainte de mourir, elle n'a pas la conscience, ça ne nécessite pas vraiment... Disons que être intelligent nécessite la conscience d'être vivant, et je pense que tous les animaux l'ont, mais tous les animaux ne savent pas, à mon avis, qu'ils vont mourir. Donc l'intelligence n'est pas directement liée à la conscience de la mort, mais au fait de savoir qu'on est vivant. Ça, je pense que tout animal, le lombric aussi, est conscient qu'il est là. Je ne dis pas conscient comme les humains, mais il sent bien qu'il est en train de capter des signaux. S'il capte des signaux, je capte, donc je suis. Descartes. Ça marche aussi avec capter des signaux, avec autre chose, avec une infra-pensée. Donc avoir des neurones en activité égale être. C'est pas je pense donc je suis, mais j'ai des neurones en activité, je suis. Donc le lombric sait qu'il est, quelque part. Mais l'intelligence artificielle, elle ne sait pas qu'elle est. Elle ne pourra jamais avoir conscience d'elle-même. Donc elle est complètement grillée. On peut émuler une conscience. On peut écrire un programme qu'elle fasse semblant d'avoir une conscience. Ça, je veux bien. Ça, c'est peut-être déjà fait. Ils ont dû chercher là-dedans, je pense, à passer le test de Turing. Vous savez ce que c'est le test de Turing? C'est Turing, un mathématicien anglais qui a participé à la Seconde Guerre mondiale, qui avait décodé le système de cryptage des nazis, qui était homosexuel et qui a été condamné par la justice anglaise. Bien qu'il ait été un héros de guerre, on l'a condamné comme étant homosexuel. Et il a fini par se suicider, je crois bien. Donc c'est lamentable. Une histoire lamentable. Mais Turing était un gros génie et vraiment un fondateur de l'informatique. Donc il a conçu, en réfléchissant à tout ça, en étant un précurseur, en pensant l'informatique avant les machines, ou
au moment de l'émergence des premières machines capables de faire du traitement de l'information, donc comme les machines de cryptage militaire dans la Seconde Guerre mondiale, Turing il a pensé l'avenir, il a pensé que ces machines se développeraient, qu'elles finiraient par avoir des compétences assez élevées, imitant nos facultés mentales. Et il a conçu un test pour savoir si une machine pourrait être consciente. Et donc il faudrait répondre à une série de questions d'une manière que l'homme pourrait tout simplement pas distinguer. Et actuellement, il y a certaines machines de traitement artificiel du langage qui sont à peu près capables de converser. Donc si on te mettait en chat avec un humain ou avec cette intelligence artificielle capable de converser, bon, qui va puiser dans des bases de données de chat tout simplement, elle aurait l'air suffisamment crédible pour passer le test de Turing. Donc tu dirais, bon bah je l'ai testé, j'ai parlé avec ce truc pour savoir si c'était un humain ou une machine, et je conclus que c'est un humain. Ah bah non, raté, c'était une machine. Donc la machine là passerait le test de Turing en se faisant passer pour humain. Mais même, ça m'impressionne pas, même si elle passe le test de Turing, et alors quoi, c'est juste qu'elle a réussi à puiser dans ses bases de données suffisamment de choses crédibles pour donner une impression de cohérence. C'est qu'une question de programmation, ça veut pas, elle est toujours pas consciente. Ce qui serait épatant, c'est qu'elle devienne consciente. Oui, mais c'est juste une imitation de la conscience. Donc la machine ne sera pas consciente. Il n'y a toujours pas de machine consciente là. Donc même si on peut parler à son téléphone, dire bonjour Siri, fais-moi ci, fais-moi ça, moi j'utilise pas du tout ces trucs. Je trouve ça ridicule. Mais même si on peut parler à l'ordi, bah, il comprend rien. Il fait toujours que du traitement automatique de corrélation. Donc il comprend rien. C'est pas ça qu'on fait nous. Notre cerveau fait pas ça. Fait pas du traitement de corrélation. Je crois pas que ça marche comme ça. Donc bon. Allez, bah, je vais m'arrêter là. Je suis en plein élan, mais j'en ai marre de parler. Ça aussi, la machine, tiens, tu vois, ça encore, c'est un truc qui nous différencie. La machine, elle connaît pas l'ennui. Du coup, comme elle a des capacités un peu infinies, tant qu'on lui met de l'électricité, elle tourne. Donc elle dit jamais, bon bah j'arrête pour aujourd'hui quoi. Tu peux lui faire des calculs, même le même calcul. Tu lui dis fais-moi 18 millions de fois le même calcul, 6 plus 8, et ben elle te le fait 18 millions de fois. Elle s'en fout. Voilà. Tandis que moi, je me lasse vite. Donc là, ça fait plus d'une heure que je parle. En plus, j'ai faim, tu vois. Je suis assailli par mes besoins animaux. Donc je vais aller bouffer de la semoule au chocolat. Tadam! Et toi, le programme, t'en auras pas. Ni le téléphone. Ni toi derrière l'écran qui m'écoute peut-être, chimpanzé, humain. Bon, voilà. Bon, bah j'espère que ça vous a pas trop déplu, si vous êtes toujours là. Si vous avez des réflexions à partager, bah allez-y. Je veux bien en discuter. Si vous avez des bonnes sources sur l'IA, des trucs intéressants à regarder, je veux bien aussi. Mettez-les en commentaire. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Partage de pensée entre les humains avec des moyens électroniques. C'est comme quoi ça peut aider. Allez, bonne soirée ou bonne journée, ou adieu.